Basé sur la plateforme globale modulaire électrique EGMP, j'ai le plaisir aujourd'hui sur Testcars de vous présenter la toute nouvelle Kia EV3 dans sa finition GT Line, c'est-à-dire la plus haut de gamme, et avec la grosse batterie. C'est parti! Alors, au niveau du look, du design, c'est quand même une face avant assez massive, avec un capot plongeant. Sur cette finition, vous avez la caméra à l'avant, les capteurs en partie basse, avec d'ailleurs une partie basse en plastique noir brillant. La partie haute de la calandre est naturellement fermée puisqu'il s'agit d'une version 100% électrique. On poursuit avec une signature lumineuse qui est inspirée de l'EV9 que vous retrouverez également à laisser sur ma chaîne, avec de nouveaux feux de jour ultra fins et verticaux. C'est évidemment à LED à l'avant comme à l'arrière. Il y a en outre un pare-brise acoustique pour une meilleure isolation phonique. Des arches de roue, je trouve, très massifs, avec aussi un capteur ici qui dépasse du bouclier avant pour l'aide au stationnement, des jantes de 19 pouces ici, ce sera du 17 sur les autres finitions avec un total de 3 types de jantes, la prise de charge, on y reviendra un petit peu plus tard. Vous voyez aussi ici une ligne de bas de caisse qui n'est pas, on va dire, traditionnelle, c'est pas tout droit, c'est pas horizontal, c'est un petit peu marqué. Ça permet aussi de se distinguer visuellement. Les rétros sont rabattables électriquement, chauffants. Vous avez aussi une petite caméra ici pour un système à 360 degrés. De l'autre côté, ils intègrent le petit triangle pour l'alerte d'angle mort. Il y a en outre le toit ouvrant qui est une option à 677 € avec les rails de toit. Les poignées affleurantes, donc ça concrètement, ça aide aussi à optimiser le flux d'air. Le vitrage à l'arrière, il est surteinté. Vous avez aussi un encadrement des portières en noir brillant. L'ouverture de la portière arrière se fait juste ici. Et vous le voyez, ce bandeau en fait se poursuit également à l'arrière. Avec des feux arrière géométriques reprenant en fait la signature Star Map de la marque. Alors naturellement, la caméra, les capteurs en partie basse. Ici, vous avez la finition, de l'autre côté le modèle. En fait ça fait vraiment EV9 un petit peu ramassé. Vous avez aussi ici un essuie-glace qui est caché juste au-dessus. Je rappelle que le véhicule est garanti 7 ans. Alors c'est une lunette arrière quand même qui est, je trouve, plutôt inclinée. Vous verrez après comment on voit à l'intérieur. J'adore vraiment, ça fait comme un arche. Je trouve en tout cas que c'est très joli. Et puis cette signature lumineuse, voilà. En fait, même ici, vous voyez, c'est un petit peu évasé. Je trouve que c'est vraiment parfaitement intégré. Bon après, voilà, vous le savez, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Je vous montre un petit peu de l'autre côté. Et c'est un véhicule qui est tout récent. Mais je ne compte plus les gens qui m'ont arrêté pour me demander ce que c'était, si c'était une nouveauté ou pas. Parce qu'en fait, c'est quand même un design assez clivant. On est très loin d'un modèle tout en courbe, tout en douceur. Non, ici c'est vraiment un parti pris, vous le voyez. Notamment, je reprends ces arches de roue avec le bas de caisse ici, et puis à l'arrière, le petit bandeau aussi noir. C'est vraiment très joli. Alors, évidemment, là, c'est lié à la finition GT Line, puisque en entrée de gamme, ce ne sera pas forcément la même chose. Allez, je repasse un petit peu devant. Au niveau du volume de chargement et sous le capot, vous aurez un espace de 25 litres. Par exemple, pour y mettre le câble destiné aux bornes publiques. Ce qui est génial aussi, c'est que vous avez des vérins de part et d'autre, donc c'est extrêmement pratique. On passe maintenant au coffre. Coffre dont le haillon est motorisé. Il propose 460 litres. Vous avez aussi ici en partie gauche un petit rangement supplémentaire, un espace en tout cas de rangement. Et vous avez encore de la place en dessous, éventuellement, avec le câble de charge aussi qui, lorsqu'il n'est pas dans le frunk, peut être rangé dans la housse. Naturellement, le tandelet. Et ce qui est bien aussi, c'est que d'ici, vous pourrez rapidement rabattre la banquette arrière. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite pour vous montrer un petit peu l'espace total de chargement. Alors, j'ai pas bien rabattu
ce côté. Alors il faut que je déverrouille le véhicule. Hop. On ouvre ici. Voilà. Ça vous donne ici une idée un petit peu plus concrète de l'espace total de chargement, à savoir que ce n'est pas totalement plat, mais on n'en est quand même pas très très loin. Donc voilà pour l'espace au coffre, en étant deux au sein du véhicule. Et maintenant, il est temps de passer à l'intérieur de la voiture. Alors, sachez qu'il y a de très nombreux matériaux recyclés, que ce soit sur le tableau de bord, sur les garnitures de porte, sur les sièges, sur le ciel de pavillon, sur les accoudoirs de porte, aussi sur les tapis de sol qui sont en filet de pêche recyclés, et même la planche à bagages qu'on a vue il y a un instant. Sachez aussi que la hauteur du haillon est ajustable. Alors, on revient évidemment sur cette portière, avec une finition ici assez quali, c'est pas du plastique dur. Ici même, c'est tout doux, ce sera du plastique un petit peu plus dur ici, mais bon, concrètement, ce n'est pas un élément forcément que vous utiliserez. En tout cas, on ne va pas mettre son coude ici, mais là. Bonne prise en main aussi de la portière. En partie basse, vous avez de quoi ranger par exemple une petite bouteille d'eau et 2-3 petites bricoles. Une partie du système audio Harman Kardon Premium Sound System. Réglage du rétroviseur à gauche, à droite, naturellement c'est électrique. Le verrouillage du véhicule, les 4 vitres électriques. On condamne les 2 vitres à l'arrière. L'ouverture du véhicule, ce que j'aime bien, c'est que c'est parfaitement intégré et de la même couleur quasiment qu'au-dessus ou à côté. J'aime bien aussi ce bandeau, ça fait vraiment qualitatif avec, vous le voyez ici, une toute petite partie de l'éclairage d'ambiance. Donc, le réglage sur 3 niveaux des sièges chauffants. Le volant est également chauffant sur 2 niveaux. Et en été, vous pourrez également profiter des sièges ventilés sur 3 niveaux aussi. 2 profils de conducteurs, donc vous pouvez régler le siège, par exemple, si vous êtes un couple, monsieur ou madame, en fonction de la taille et de la morphologie donc de chacun. Ce sont des sièges ergonomiques en cuir, donc ils sont électriques, vous l'avez vu, non, ici, ce sont les réglages du siège électrique avec même les lombaires. Biton, avec l'inscription de la finition ici en partie haute. Vous avez des appuis-têtes réglables coulissants, mais alors, ils sont moelleux à souhait. Je me souviens sur l'IV9, c'était un bonheur, et bien ici, ça l'est tout autant. C'est vraiment très, très agréable. Le maintien est irréprochable. Ensuite, évidemment, l'ouverture du capot, pédalier alu avec 2 pédales, puisqu'il s'agit évidemment d'une version électrique. La hauteur des phares, le frein de stationnement, on peut ouvrir aussi le coffre depuis l'avant. On désactive l'ESP, l'anti-patinage. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. J'aime bien aussi ici ces matériaux. C'est vraiment, je trouve, très joli avec de nouveau une toute petite partie d'éclairage d'ambiance qui va pouvoir être modifiée en fonction notamment des modes de conduite. En partie haute, ce sera exactement le même revêtement qu'ici. Ensuite, la commande évidemment liée au feu. Un volant, vous l'avez vu il y a un instant, chauffant. Biton, ça c'est assez joli, je trouve que c'est vraiment qualitatif. D'ailleurs, je vais m'installer au volant tout de suite, voilà. Alors, on va fermer la portière, reculer le siège pour que vous puissiez voir bien mieux. Voilà. Alors, au niveau prise en main du volant, irréprochable, vraiment. Je pensais au départ que ça serait un peu trop épais ici. Finalement, voilà, on le tient comme ça, c'est plus un problème. Sur la partie gauche, vous le voyez ici, vous avez une palette avec l'indication plus. Ici, moins. Concrètement, ça va vous permettre de gérer en fait la régénération et donc le freinage régénératif. C'est l'un des meilleurs systèmes, je trouve, sur un véhicule hybride, plug-in hybride ou électrique. Ça change du mode B pour brake, par exemple. C'est vraiment... Et puis c'est génial parce qu'en fait, ça suit le volant. Donc c'est vraiment naturel. On n'a pas besoin forcément de détourner ses yeux de la route. Donc vraiment, c'est top. Et je vais vous montrer. Donc vous voyez ici, par exemple, LV2, donc Level 2, Level 1 ou Level 0. Donc là, en gros, c'est comme si on était au point mort. Et ici, c'est la régénération maximale. Et vraiment, je vous garantis, c'est d'une efficacité redoutable. Ensuite, le volant. Alors ici, vous avez la commande pour le régulateur de vitesse adaptatif sur plusieurs niveaux. Il y en a 3 ou 4 je dirais même. La navigation, évidemment, dans les menus qui sont juste devant. Alors, on va essayer. Hop. Donc voilà, régulateur de vitesse, vous le voyez, distance 4, 3, 2 ou 1.
Ensuite, ici, vous aurez la possibilité de régler la vitesse. Moi, je vais le désactiver. Ce qui est bien aussi, c'est que là, voilà, par exemple, avec cette commande, ce bouton ici, vous aurez accès à l'ordinateur de bord, avec la pression des pneus, la consommation, par exemple. Et la commande qui est juste au-dessus, ici, vous permet de naviguer dans 3 menus différents. Et ce que j'aime bien, vraiment même beaucoup, c'est qu'on ne s'y perd pas. Il n'y a pas 1 milliard de menus ou de sous-menus même devant soi, donc c'est vraiment facile. Ensuite, ici est lié au régulateur de vitesse, c'est l'assistance de maintien dans la voie active. Donc c'est vraiment bien parce que c'est du confort sur autoroute par exemple. Sachez aussi que lorsque vous activez le clignotant, vous voyez ce qui se passe à gauche ou à droite. Et lorsque vous mettez le clignotant, dans certains cas, ça peut même vous aider à vous mettre sur l'autre voie, à dépasser. Il y a vraiment beaucoup d'aide à la conduite. Ici, vous avez l'alerte d'attention du conducteur qui est non pas perfectible, mais je dirais extrêmement sensible. À droite de ce volant, vous avez les modes. Donc, ça permet aussi, voilà, vous le voyez, de changer la source sonore. La commande vocale. Ici, c'est relativement simple, vous allez pouvoir naviguer dans les menus. À droite, la commande du son. Le menu favori, donc là, en une touche, eh bien, vous pouvez, par exemple, paramétrer cette touche pour que ce soit le mode silencieux, mode VE, la map, donc la navigation. Et puis, ici, le téléphone en Bluetooth. En partie basse, vous avez Drive Mode. Donc là, vous en avez plusieurs, vous allez les voir. Voilà. Hop. Eco, Normal, Sport, My Drive. Donc là, on va pouvoir sélectionner certaines choses. Ou alors Snow. Et ça modifie également, vous le voyez, la couleur de l'éclairage d'ambiance. Mais naturellement, ce ne sont pas les seules différences, et heureusement. Et moi, j'en ai noté vraiment de grandes entre, par exemple, le mode Eco ou le mode Sport. Là, vraiment, la réactivité de l'accélérateur est tout autre. Ensuite, à droite, vous avez les commodos liés aux essuie-glaces avant et arrière. Alors, en dessous de ces commodos, vous avez le sélecteur de vitesse avec le frein de parking ici. Je vais essayer de vous montrer par là, voilà. EV, donc c'est pour démarrer ou arrêter la voiture. Marche arrière. Neutre et drive, on va donc en avant. Petit focus sur la caméra de recul dont la définition est absolument exceptionnelle. Je l'ai même eu à l'utiliser, enfin à faire une marche arrière en fait, de nuit sous la pluie et j'ai été bluffé par la qualité, c'est vraiment incroyable. Une vue aussi un petit peu en drone de 3/4 droite. Et je me mets maintenant en marche avant, voilà, et j'ai même la vue avant avec aussi une vue drone. Et petit focus aussi sur d'autres éléments du système d'éclairage d'ambiance, avec, je vous le rappelle, les commandes des sièges chauffants et ventilés sur 3 niveaux aussi pour le passager. J'adore vraiment, je trouve que c'est bien fini. Alors ensuite, on revient sur cet écran avec en bas à gauche le mode choisi. Ready, je rappelle, donc le véhicule est sous tension et surtout prêt à partir. En haut, ici, vous aurez des informations liées au régulateur de vitesse adaptatif avec le centrage dans la voie. Évidemment, l'un des éléments les plus importants, c'est l'autonomie restante, avec le pourcentage ici, le kilométrage du véhicule. Voilà pour cet écran. Ensuite, vous avez un écran dédié à la climatisation bizone. Alors, il est bien, par contre, regardez où est-ce qu'il est situé lorsque je suis au volant. Concrètement, il est là et je ne vois pas grand-chose. Alors, vous allez me dire, oui, mais on ne va pas le changer à tort et à travers. Peut-être. En tout cas, je trouve que l'intégration n'est pas optimale. Mais après, c'est cohérent parce que finalement, ici, vous êtes sur un écran, un large écran incurvé de 30 pouces. Donc, à part éventuellement en mettre ici ou mettre des commandes physiques, et voilà, il faut aussi choisir d'être harmonieux ou pas. Ils ont décidé de l'être. Donc, voilà pour cette partie climatisation. À droite, vous avez naturellement tout ce qui est lié à la navigation. Le véhicule est compatible Apple CarPlay ou Android Auto. Vous avez ici un accès rapide, par exemple au guidage de la navigation ou au mode silencieux. On peut régler aussi la luminosité de l'écran.
Donc, concrètement, ici, hop, navigation en plein écran. Vous avez même un tutoriel. Donc, voilà, enfin, c'est vraiment, vraiment bien. Moi, je vais faire une recherche. Alors, rechercher. On va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre Bruxelles, tiens. Bruxelles. Allée de Bruxelles, avenue de Bruxelles. Allez, je vais mettre avenue de Bruxelles. Il y a également le planificateur d'itinéraire, donc c'est fort pratique. Le numéro, on va mettre le premier. Le premier, voilà, ok. Définir comme destination. Activer pour bénéficier de la totalité. Activer maintenant. Non. Voilà, 2 types d'itinéraires conseillés. Lancer la navigation. Début du guidage. Voilà, donc là, vous allez pouvoir évidemment choisir la perspective. Si vous voulez Le guidage est à ce volume. du son ou pas du tout, 50 mètres. Donc en fait, le zoom automatique avec l'échelle que vous pouvez descendre à 3000 km. Là, ça ne va pas forcément être le plus pratique pour arriver à destination. Vous avez en dessous donc le kilométrage restant, l'heure d'arrivée. Moi, je vais couper le guidage, voilà. Donc, menu principal, hop, je reviens ici. Voilà, donc une partie navigation, une partie Apple CarPlay, une partie VE dédiée aux véhicules électriques. Vous le voyez, avec ce que consomme par exemple l'électronique ou encore la climatisation. D'ailleurs, je vais tout de suite enlever le chauffage. Voilà, vous le voyez, il y a une petite différence entre l'activation et la désactivation. Ensuite, la commande liée à la map, à la carte, évident. Search, c'est pour faire une recherche, par exemple, ici, dans la navigation. Les médias, j'en ai déjà parlé, ce sont les différentes sources sonores. De nouveau, ce menu raccourci, favori, pardon, qu'on retrouve ici aussi. Et puis, setup, ce seront les paramètres généraux du véhicule. Moi, je vais revenir sur l'écran principal. Voilà. Donc ici, vous avez le menu téléphone, Apple CarPlay, mémo vocal avec 128 mégas de stockage possible. La météo, mais là, il faudra que je souscrive à Kia Connect. Le calendrier, de nouveau les paramètres du véhicule. Alors, sport, toujours lié à Kia Connect. Donc, en gros, c'est pour avoir Internet dans la voiture. Le mode voiturier est aussi disponible avec le Kia Connect. Diagnostic du véhicule, s'il y a certaines choses à savoir. Et surtout, le manuel en ligne du véhicule, ça c'est vraiment bien. Si vous avez la moindre question un dimanche par exemple et que votre concessionnaire est fermé, vous scannez le QR code avec votre téléphone portable et vous arrivez directement au manuel. En dessous, vous avez de larges grilles de ventilation. Une aussi est présente là-bas. Donc vous l'avez compris, ici on est sur la ventilation, la température moins ou plus. Ici, vous aurez accès aux différentes zones. Vous voyez? Donc ça reste quand même un bouton physique, mais vous avez ici et là une animation différente. Enfin, 2 animations similaires, pardon. Et puis la température éventuellement pour la personne située à votre droite. Le volume aussi du véhicule. Si par exemple vous êtes en train de rouler et que c'est la personne à votre droite qui veut changer le volume ou arrêter la musique, c'est très simple, c'est une commande physique ici. Alors ici vous avez de la connectique USB-C, USB-C et 12 volts, donc la prise allume-cigare. Ici ce sera juste de la charge ou alors de la charge et du transfert de données. Plus bas vous avez le chargeur par induction avec, vous le voyez, une toute petite partie aussi ici de l'éclairage d'ambiance. Pour rappel, ce sont des prises 5 watts, double porte gobelet, un large espace ici pour mon iPhone que je vais d'ailleurs tout de suite remettre en charge par induction avec une très large LED qui indique qu'il est en charge. Ensuite, je prends un tout petit peu de hauteur pour vous parler de cette console flottante qui peut coulisser assez largement à l'avant avec un accoudoir ici, super confortable. Alors ça, vraiment, sur les longs trajets ou surtout à l'arrêt, vous aurez quand même beaucoup de choses possibles à poser, écrire quelque chose, poser une tasse de café que vous ne souhaiteriez pas mettre plus bas
parce que simplement c'est plus facile d'y accéder par ici. Alors, le Hill Control descente assise, donc le système de freinage en descente. On peut désactiver les capteurs. Ici, vous aurez accès aux différentes caméras. Alors, ce qui est génial aussi, c'est que vous pouvez y accéder en roulant. J'ai essayé à 130 km/h, ça marche pour la caméra à l'avant. Et puis, Auto Hold, donc le frein de stationnement auto, notamment lorsque vous êtes en pente. Ça, je trouve que c'est vraiment très, très ingénieux. Il y a quand même... Enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est bien pensé en fait. Voilà. On part sur la boîte à gants côté donc passager, évidemment, qui n'est pas immense. Je dirais de taille moyenne. Allez, c'est correct. Ensuite, on prend un petit peu de hauteur avec le rétroviseur ici. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la rétrovision. Concrètement, c'est pas très large et là vraiment si vous avez 1, 2 ou 3 personnes, vous verrez quasiment rien à l'arrière. Donc heureusement que la qualité des caméras est impeccable. Ensuite, au-dessus, lumière hop, de plafonnier, l'ouverture et la fermeture du toit ouvrant avec aussi le store qui est directement intégré ici, le bouton SOS. Ici, vous avez un pare-soleil avec un énorme miroir, un porte-carte et ça c'est assez rare. Une petite lampe ici qu'on peut allumer ou non, donc c'est pas automatique lorsque vous ouvrirez le petit cache ici du miroir. Si vous n'avez pas de poignée de maintien ici, vous en avez une du côté passager, il y en a aussi à l'arrière mais ça j'y viendrai dans un instant. Sur cette version vous avez également l'affichage tête haute et j'aimerais également revenir brièvement sur cet écran avec un menu ou des paramètres extrêmement riches, extrêmement complets, notamment au niveau du véhicule. Là, je vais prendre les assistances de conduite. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Vous avez notamment, je le rappelle, le régulateur de vitesse adaptatif avec même la détection des mains sur le volant. Il est aussi possible donc de changer de voie simplement en utilisant les clignotants. Vous avez l'alerte de survitesse, l'alerte d'inattention ou de fatigue du conducteur, le maintien actif dans la voie, l'aide au stationnement naturellement et aussi l'aide anti-collision dans les angles morts à l'avant, mais aussi en trafic transversal arrière. Bref, c'est hyper complet et ça se traduit par un petit affichage rouge quand vous doublez une voiture. Donc c'est vraiment super efficace et en fait voilà, vous aurez ce voyant ici, par exemple à gauche ou à droite, qui va apparaître en rouge devant vous. Ensuite, autre petite chose que je souhaitais vous montrer, c'est le plug and charge. Alors ça, c'est quoi? Eh bien, c'est un système relativement simple, puisque l'IV3, elle est compatible plug and charge. Vous arrivez sur une borne, vous vous branchez, ça charge automatiquement, mais il faudra préalablement s'être inscrit à Kia Charge. Certaines bornes publiques sont compatibles, pas encore toutes, mais ce sont des choses qui évoluent. Donc en gros, c'est quoi? Vous vous branchez, ça charge instantanément, ça je vous l'ai déjà dit. L'intérêt, c'est de gagner du temps, tout simplement. Voilà, avec donc ce système plug and charge. À savoir que, je le rappelle, le câble pour se brancher sur des bornes publiques est livré, mais pas le câble à domicile. Le câble, on va dire, domestique, le câble standard, lui, n'est pas livré avec la voiture. Voilà donc pour cette partie avant. J'espère ne rien avoir oublié. On va passer maintenant à l'arrière. Pour ceux qui me suivent, vous savez comment je procède. Je ne change jamais ma position de conduite avant. Vous le voyez, je rappelle, hein, c'est vraiment à fleur. Alors, hop. Ici, vous avez la commande pour les sièges chauffants sur 3 niveaux parce que oui, ils sont aussi chauffants à l'arrière. Ça, j'aime beaucoup comme élément stylistique. Vous avez aussi de quoi mettre une bouteille, une partie du système de nouveau Harman Kardon. Et vous le voyez, c'est aussi biton à l'arrière au niveau de la sellerie. Sellerie compatible Isofix naturellement. Avec au milieu un accoudoir qui offre un double porte-gobelet, assez court quand même comme accoudoir je trouve, vous voyez. Bon, mais bon, bref, soit. Alors ensuite, voilà, sans modifier ma position de conduite, et je vais laisser la portière ouverte, vous aurez plus de luminosité. Ça passe, mais c'est quand même assez juste. Bon, je passe ma main ici, mais ça frotte quand même. Bref, ça passe, c'est quand même ça qu'il faut retenir. Vous avez
une large poche aumônière. Je trouve que c'est très intelligent d'utiliser ce système parce que des fois, on peut à la limite ouvrir ça maximum sur une poche aumônière. C'est pas très pratique. Ici, vraiment, je trouve que c'est très très bien pensé. Voilà la vue qu'on a à l'avant avec le toit ouvrant. Ce qui est génial, c'est que vous aurez ici une poignée et un petit crochet, par exemple, pour y mettre le fameux cintre et la chemise. Par contre, de l'autre côté, vous aurez une poignée, mais pas de petit crochet. C'est un petit peu dommage, mais bon, là, on est sur du détail. Et voilà, je vous remonte un petit peu le côté droit. C'est vraiment qualitatif. Vous avez aussi intégré au dos des sièges avant, ici, vous le voyez, une prise USB-C. De l'autre côté, c'est la même chose. Et ça permet de dégager un petit peu d'espace ici, donc pour des bus d'aération et un rangement ici en partie basse. Au niveau de la tête, qu'est-ce que ça dit au niveau de l'espace à la tête? Bien voilà, je peux mettre ma main en verticale, ça passe sans aucune difficulté, ça c'est vraiment top. Et autre chose aussi que j'ai vu mais que je ne vous ai toujours pas montré, c'est qu'en fait, regardez, je vais vous montrer. Hop là, au niveau de mes pieds, c'est que le plancher, il est complètement plat à l'arrière, ce qui permet concrètement d'y accueillir une troisième personne au milieu, sans forcément qu'il ait les genoux dans les dents. Bon, j'exagère, mais vous aurez compris le principe. Et vous le voyez, vous avez également une prise électrique à l'arrière, juste au niveau des jambes et des pieds du passager du milieu. Alors j'en profite pour remettre la banquette. Aïe, 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 aïe. La ceinture ne passe pas au-dessus. Hop, elle se coince derrière. Bref, encore un petit détail à améliorer. Et voilà. Et de l'autre côté, ici c'est presque bon. Le moteur de l'Evi3 développe 204 chevaux pour une vitesse maximale de 170 km/h et un exercice du 0 à 100 réalisé en 7 secondes 3. La batterie affiche en principe en cycle WLTP environ 600 km d'autonomie. Sachez que quand moi j'ai récupéré, il faisait 10 degrés à l'extérieur. La batterie était chargée à 99% et le compteur affichait 513 km d'autonomie. A savoir qu'il est donc possible de préconditionner la batterie et que la pompe à chaleur est de série sur cette finition GT Line. Sachez qu'il lui faut à l'Evi3 31 minutes pour passer de 10 à 80%, le chargeur embarqué étant de 11 kW et nécessitant l'Evi Tech Pack à 774 €, qui inclut également le V2L, avec donc une prise 230 volts au sein du coffre. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est le V2L, donc Vehicle to Load, c'est très simple. Vous allez pouvoir par exemple vous faire un café en branchant votre cafetière directement sur votre véhicule ou encore recharger une trottinette électrique ou pourquoi pas un vélo électrique. Alors premier exemple, une charge à domicile sur une prise 220, la même que j'utiliserai pour recharger mon téléphone par exemple. Vous le voyez, le véhicule est à 61% de batterie. Autonomie restante 281 km et ça va mettre environ 18h40. Alors je me trouve ici sur une station Aral Pulse à 300 kW. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser la carte de crédit, chose que je vais faire tout de suite. Vous voyez, présenter carte, hop, elle passe ici. Alors il était indiqué 49 €, mais en fait c'est comme une pré-autorisation. Donc on va prendre la fiche numéro une, je dirais, de toute façon il n'y en a pas 50, voilà. Connecter la fiche. C'est verrouillé. Et voilà, donc ça va démarrer je pense assez rapidement. Vous voyez donc la batterie est à 45%. Alors est-ce qu'il y a un affichage au sein du véhicule qui me dit quelque chose? Non. Ah si, j'ai quand même une petite LED, je vais vous montrer. Si j'arrive à ouvrir la voiture. Voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous le voyez, donc 45% de batterie et il ne faut qu'1 heure et demie pour charger le véhicule complètement. Ah, ce qui est bien aussi, c'est que là, on voit la puissance en temps réel qui grimpe. Alors, je vais quand même vous proposer un écran un petit peu plus grand. Voilà, donc là, ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit 32 minutes jusqu'à 80%. Et vous le voyez un petit peu. Ici, il y a des données intéressantes, notamment sur la puissance de charge. Alors, hop, on remet la séance active, voilà.
si on veut plus de détails, je pense que... Ah non! Donc on annule ici. Alors, est-ce que ça continue quand même à charger? Oui, absolument. Voilà, donc là je vais la laisser encore aller 30 secondes. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et surtout, quelle est la puissance réelle de charge. Là on est à 45 kW. Ça descend un petit peu. Alors je vais retourner brièvement dans le véhicule. Voilà, on est toujours à 1h28, 46% de batterie. 45 kW envoyés par la borne, même à 43, 44, voilà. C'est assez fluctuant quand même, hein. 47, 48. Et là, il y a une autre voiture qui charge aussi à côté. Ah, là, on remonte un petit peu plus, 50. Voilà donc pour une courte, très courte session de charge rapide. Alors maintenant, on va désactiver tout ça. On s'identifie avec la carte bancaire. Et voilà. Donc là, vous voyez un petit peu ce que j'ai récupéré en 3 minutes de charge. On l'arrête. Voilà, 1,85 kWh. On débranche la fiche. Allez, on ferme ça et on poursuit la route. À 80 km/h sur des routes qui serpentent quelque peu. Alors vous entendez peut-être l'alerte de vitesse qui sonne, puisque là je suis à 82, 83. Même à 81, ça bip, c'est vous dire la sensibilité du système. Alors j'accélère ici en virage, sortie de virage, aucun problème. Avec une chaussée humide et 5 degrés dehors. On va faire maintenant un départ arrêté 0,80. J'espère que mon passager est prêt à bien s'agripper. Je profite qu'il n'y ait absolument personne derrière. Par contre, j'ai quelqu'un au loin, donc je vais poursuivre un petit peu ma route. Quoique je peux m'arrêter ici. On va juste ralentir. Voilà, bon là on est en descente, donc hop, on va s'arrêter. On est en légère descente, 0,80, c'est parti. 30, 40, 50, 60, 70 et 80. Donc on est arrivé à 80. Et maintenant je vais écraser la pédale, mais alors préalablement je vais attendre d'être sur un revêtement à peu près plat. Et je vais réitérer, voilà, je vois des jambes qui se déplient du côté droit. Parce que là, c'est pas un freinage très doux, c'est vraiment on écrase la pédale de frein. Alors je vais attendre encore quelques secondes. On va arriver sur une surface relativement plane. En ligne droite dans allez, 3 secondes à peu près. On va se remettre à 80 et j'écrase la pédale. C'est plutôt pas mal, les warnings se mettent en place, s'activent, pardon. C'est vraiment plutôt pas mal compte tenu de nouveau du fait qu'il y a une chaussée humide. Alors me voilà désormais à l'arrière de l'IV3. Comment on y est installé? Eh bien, je dirais bien. Le conducteur ayant à peu près les mêmes dimensions que moi a quand même choisi de ravancer son siège de très peu. Donc forcément au niveau des jambes, ça ne coinçait déjà pas avant, ça va encore moins coincer maintenant. Au niveau de l'appui-tête, alors évidemment, c'est pas du tout le même appui-tête qu'à l'avant. Pour autant, il reste extrêmement confortable. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on a une bonne vision même jusque-là. Donc, ça permet quand même d'avoir assez de lumière malgré des vitres surteintées. Bon, évidemment, si vous vouliez plus de lumière, il aurait fallu un toit complètement panoramique et pas non seulement un toit, un toit ouvrant. Mais soit. Je trouve quand même qu'on voit extrêmement bien ce qui se passe, malgré des vitres qui ne sont pas immenses. Mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus rehaussé qu'à l'avant. Alors là, j'ai activé
les sièges chauffants sur 3 niveaux. J'ai mis le niveau au maximal puisque dehors il fait 5 degrés. Donc c'est quand même extrêmement agréable. Là je les ai mis il y a 2 minutes. Ça chauffe déjà bien le siège, pour rester poli. On est quand même assez droit. Je ne sais pas si la banquette dispose de plusieurs crans d'arrêt. On va regarder ça tout de suite. Non, il n'y a pas plusieurs crans, plusieurs niveaux d'inclinaison. Donc c'est assez droit. Alors hop, on va utiliser du coup la coudoir. Alors bon, avec le revêtement de ma veste, ça glisse un petit peu, mais évidemment, s'il y a quelqu'un de l'autre côté, ce ne sera pas un problème. C'est vrai quand même que j'aurais bien aimé un accoudoir un poil plus long. Bon, évidemment, il aurait dû creuser un peu plus ici en hauteur. Alors au niveau du maintien latéral, bon, la ceinture, heureusement qu'elle maintient bien. Là, on prend un rond-point à une vitesse tout à fait normale. Je suis quand même un petit peu transporté au milieu. Bon, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même la poignée. Donc là, on va prendre un nouveau virage avant la voie rapide. Je peux me te dire fermement. Gaz en grand, chauffeur, s'il vous plaît. Ah, c'est bien, c'est imperceptible. Ah, quand même une petite accélération sympa. Ah, c'est agréable. Agréable, mais ça ne fait absolument pas peur. C'est extrêmement linéaire. Bref, vous aurez compris comment on est installé à l'arrière de cette Kia EV3. On est maintenant dans le sud de Luxembourg, à Esch-sur-Alzette, direction Mersch. On va faire un tout petit peu de ville et puis on ira sur autoroute avant de rendre le véhicule. Allez, c'est parti. Ouais, siège chauffant sur 3 niveaux, volant chauffant sur 2 niveaux. C'est vrai que c'est pas indispensable, mais en termes de confort, ça n'a pas son pareil. Et c'est même assez rare, alors déjà d'avoir le volant chauffant, et encore plus d'avoir le volant chauffant sur 2 niveaux, ça c'est extrêmement rare. Là j'étais en mode normal. Alors en mode éco évidemment vous devrez appuyer un peu plus sur l'accélérateur qu'en mode normal ou encore plus qu'en mode sport pour avancer, c'est tout à fait logique. Il y a de réelles différences d'ailleurs, en plus des différences d'ambiance, d'éclairage d'ambiance en fonction des modes que vous choisissez. Moi je vais me remettre en normal. Il faut savoir aussi que la rétrovision, ne serait-ce que dans l'angle mort, lorsqu'on se tourne, est super bonne. La lecture des panneaux est un petit peu perfectible parfois, bon, soit. On sait, il y a peu, voire pas de constructeurs aujourd'hui qui sont infaillibles. Alors, je vais baisser le siège chauffant à 2 parce que là ça commence vraiment à chauffer un peu fort. Au niveau de l'insonorisation, je vous rappelle que le pare-brise est acoustique et il y a un vrai travail qui a été fait puisque vraiment en ville, c'est relativement silencieux. On entend évidemment les bruits de roulement liés aux pneumatiques. Ah, puis cette régénération sur plusieurs niveaux, c'est un régal. Ce n'est pas du one pedal en ce sens où ça ne va pas aller jusqu'à l'arrêt complet, mais par contre, ça va quand même ralentir très très fort. Je pense qu'il faut peut-être quelques heures aux clients ou à ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de système pour s'y faire. Mais alors vraiment, une fois qu'on l'adopte, c'est... Là par exemple, typiquement je viens de ralentir parce qu'il y a du trafic devant moi, mais j'appuie sur le frein vraiment à la dernière seconde en ayant déjà bien ralenti au préalable et donc grappillé aussi quelques micro-pourcentages de batterie qui d'ailleurs est énorme, à plus de 80 kWh, et là malgré le poids et malgré on va dire le gabarit du véhicule, on n'est pas du tout sur une berline, vous l'aurez compris, et bien je trouve que l'autonomie permet et de voyager sans se préoccuper éventuellement de la recharge sur autoroute. Évidemment, il y a quand même le planificateur pour vous aider, hein, attention, mais aussi en ville, pour des trajets du quotidien, si vous faites 50 ou même 100 km par jour, vous pourriez potentiellement, en été, tenir une semaine, donc du lundi au vendredi par exemple, sans recharger, sans avoir la nécessité de recharger votre véhicule. Ça, je trouve que c'est génial, ça s'améliore d'année en année, et là, vraiment, bravo Kia, parce que l'efficience est là. Là, vous voyez, je vais freiner seulement maintenant. Voilà. Donc en fait, je freine entre 16 km/h et l'arrêt complet. L'amortissement, parce que là, par exemple, on vient de se prendre 2 plaques d'égout, est quand même, je trouve, assez ferme. Ça fait pas mal de dos, ça tape pas, attention, hein, mais je trouve quand même que c'est assez ferme.
Tarage des suspensions, il est costaud. Il fait actuellement 5 degrés. Il y a quelqu'un dehors en t-shirt manche courte, short, des petits gants et qui va s'apprêter à courir. Courageux, très courageux monsieur. Respect total. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est infodivertissement. L'écran vraiment est hyper réactif. Ça c'est vraiment un bonheur. Dommage, encore une fois, je l'ai déjà dit au départ, que les commandes de climatisation soient un petit peu cachées par le volant. À plus forte raison encore lorsque je mets ma main ici, à 10h10 comme on nous apprend à l'auto-école. Là par exemple je suis à... Allez, on va essayer de se mettre à 40 km/h, 62 décibels. Globalement, vraiment le confort du véhicule à l'avant, il n'y a pas grand chose à redire, avec notamment ces appuis-têtes, mais d'une onctuosité, j'ai osé le dire, c'est magique, vraiment magique. Et puis évidemment, pour ne rien gâcher, il y a aussi les sièges chauffants, volant chauffant, toutes des petites choses qui font que au final, on y est super bien installé au volant de cette EV3 de chez Kia. À 50 km/h, on est à 56 décibels au sein de l'habitacle. On va tester tout de suite le klaxon. Et maintenant, on est sur autoroute, donc gaz en grand, en tout cas on va sur l'autoroute. Quand même faire attention parce que devant il y a des véhicules qui vont se rabattre à droite. Bon gros freinage. L'alerte d'angle mort est activée. On voit aussi ce qui se passe derrière grâce au retour que l'on a devant soi. Alors maintenant, on va faire 65 à fond. 90, 100 et 110 en mode normal. On voit aussi un petit peu son environnement devant soi. Quand il y a un véhicule par exemple qui double, on le voit en paquet, entre guillemets en cube devant soi. On met le régulateur de vitesse adaptatif avec le centrage dans la voie. Donc concrètement, je ne fais rien. Alors je vais quand même devoir faire quelque chose puisque là les lignes au sol deviennent jaunes. Ce sont des lignes provisoires liées à des travaux. Évidemment dans ces cas-là, il faut quand même faire extrêmement attention. Limite enlever certaines assistances parce que si le véhicule, quel qu'il soit, lit ou interprète un peu mal les lignes provisoires, je vous laisse imaginer ce que potentiellement ça pourrait faire. Et ici en fait devant moi, ce qui est génial, c'est que j'ai l'alerte de trafic transversal arrière, j'ai vraiment tout mon environnement qui est scanné et qui est reproduit devant sur cet écran. Alors là les travaux sont quasiment terminés, je veux me mettre en mode sport. On va déjà mettre le clignotant pour signaler qu'on va dépasser et c'est parti. Donc là c'est 130 km/h, on était à 70, 100, 110, 115, 120, 125 et 130. 129, allez, voilà. On est à 130, de nouveau. Hop, on va se rabattre. On remet le régulateur de vitesse sur 4 niveaux, à 130. Le véhicule a déjà détecté le camion qui est devant. Donc il va évidemment ralentir. On se déporte, toujours en mode sport. On démarre. Voilà. En utilisant Apple CarPlay. Là sur l'affichage tête haute, on a même... Ah c'est dingue, c'est vraiment dingue. En fait on va vraiment finir par ne plus rien faire. Hop, allez, je mets le clignotant. Je reprends quand même la main. Voilà. Donc là le véhicule reste dans sa ligne. Je suis à la distance, voilà, la minimale, la distance 1. Gardez les mains sur le volant. Bon, on va continuer. La sortie est dans un peu plus d'1 kilomètre. Je vais volontairement ne pas mettre les mains sur le volant pour voir un petit peu comment ça réagit, tout en étant prêt à reprendre la main immédiatement, parce qu'en plus je vais sortir. Bon, ça met quand même un peu de temps à réagir, donc là je vais appuyer sur le frein.
pour désactiver voilà, le régulateur de vitesse, 110, 100, 90, 80, ça vous donne une idée concrète de la décélération qui est folle. C'est vraiment très très efficace. À plus forte raison, enfin c'est plus marquant évidemment sur autoroute que ce que vous avez pu voir tout à l'heure en ville. Alors je suis toujours en mode sport, on va le laisser. Le fait d'avoir vraiment le retour devant soi avec la vraie caméra qui se dit ce qui se passe derrière, c'est un plus en termes de sécurité qui est incroyable. Allez, gaz en grand. Pas trop quand même, sinon je vais grimper sur le véhicule qui est devant. J'aimerais juste pouvoir remettre le régulateur de vitesse. Le véhicule me dit de garder les mains sur le volant côté droit et aussi sur l'affichage tête haute. Ah, ça commence à biper. Un petit peu lent quand même, hein, même si le véhicule reste sur sa voie finalement. Reprenez immédiatement le contrôle du véhicule. Alors je vais volontairement accélérer. Non, donc ça ne détecte pas l'accélération, ça sera uniquement le volant. Ah, bon. Arrêt du véhicule, reprenez-en immédiatement le contrôle. Et là, oui, là j'ai remis les mains sur le volant, oui. Mais donc c'est vraiment uniquement lié à la direction et non pas à la pédale d'accélérateur. Au niveau des différentes aides à la conduite, vous aurez compris que c'est pléthorique. J'aurais quand même bien aimé quelque chose de beaucoup plus réactif, notamment lorsque je n'ai plus les mains sur le volant. Alors certes, ça reste dans sa voie, c'est vraiment efficace, on peut rien dire, hein. Ça scanne l'environnement comme vous le voyez ici, il y a un camion à droite, une voiture devant, un bus devant, ça va le détecter aussi. Là j'ai, premier message, gardez les mains sur le volant, bon c'est bien, mais je trouve que ça prend beaucoup de temps. Après, voilà, là, c'est vrai que pour les grands voyages, c'est vraiment bien, vous avez beaucoup d'autonomie, c'est hyper confort à l'intérieur, les assistances sont là. Donc ces aides à la conduite, elles sont vraiment bien, mais par contre, l'alerte d'attention du conducteur et l'alerte de survitesse peuvent assez rapidement vous agacer parce qu'elles sont d'une sensibilité, waouh, 1 km/h au-dessus de la vitesse, ça bip. Et vraiment l'alerte d'inattention du conducteur, si vous ne regardez pas devant vous, même des fois en regardant simplement l'écran du GPS, ça va détecter que j'ai dévié, entre guillemets, de la trajectoire à laquelle j'aurais dû être. C'est pénible, disons-le. Mais c'est pour votre sécurité. Donc ma foi, que peut-on dire? Eh bien pas grand-chose, subissons. Et évidemment, vous l'aurez compris, ce n'est absolument pas lié à la voiture, ça devient un standard. Je me demande même si c'est pas quelque chose au niveau légal. Je crois même que c'est quelque chose au niveau légal. Alors me voici arrivé, il reste 145 km d'autonomie. Voyons un petit peu combien j'ai consommé. Voilà, 20,8 kWh au 100 sur 42 km. Et maintenant, on passe à la conclusion. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je pense de cette Kia EV3? Tout d'abord, le look, le design, à titre personnel, j'adore. Au niveau de l'espace de rangement, vous en avez sous le coffre. Le coffre propose aussi un double plancher. Le frunk, donc à l'avant, ce sera principalement pour le câble de recharge. S'il est sale, eh bien, vous n'aurez pas forcément envie qu'il côtoie vos bagages ou vos courses notamment. Ensuite, au niveau de l'autonomie, franchement agréablement surpris. En plus, en conditions hivernales, donc en été, ce sera encore mieux. Il faut dire aussi que les jantes jouent, les pneus jouent. Là, on était sur une finition GT Line haut de gamme. Avec des pneus 17 pouces, potentiellement, vous aurez encore plus d'autonomie. C'est logique, et à plus forte raison encore en été. La conduite en elle-même, extrêmement agréable, avec de réelles différences entre les différents modes. Le freinage régénératif qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est un bonheur, surtout quand c'est lié aux palettes au volant. Tout ce qui est infodivertissement, hyper fluide, réactif, rien à dire. Juste le petit panneau de climatisation qui, selon moi, est une faute d'ergonomie,
Mais bon, ça, voilà. Je ne sais pas exactement comment on présente ça, comment présente le commercial à un client ce panneau de climatisation, mais ça pourrait être intéressant de lui poser la question. Ensuite, donc hyper confortable, vous l'avez vu, les appuis-têtes sont vraiment un régal. Globalement, très satisfait du confort, malgré des amortissements quand même un peu rudes, surtout sur chaussée déformée, pardon. À l'arrière, j'aurais aimé aussi quelque chose d'un poil plus confort. Alors certes, les sièges sont chauffants sur 3 niveaux, mais au niveau du dossier et de la coudoir centrale, peut-être un peu plus. Après, voilà, si vous êtes 2 ou 3 dans le véhicule et que vous n'utilisez jamais la coudoir centrale, bah finalement, c'est pas un souci, quoi. Par contre, c'est vrai que la banquette, j'aurais bien aimé inclinable sur 2 ou 3 positions, par exemple. Et on prend des mauvaises habitudes à essayer des voitures, hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire donc l'autonomie, j'en ai parlé. Bon, 204 chevaux, au regard du poids qu'elle fait, c'est pas une foudre de guerre, mais de toute façon, c'est pas du tout l'idée. Et en mode sport, ça envoie quand même. Bon, le 0 à 100, il est fait en 7 secondes 5, donc c'est pas un véhicule que vous allez mettre sur circuit, mais c'est quand même agréable et ça vous met jamais en danger si vous devez dépasser rapidement. Je suis en train de réfléchir si je n'ai pas oublié autre chose sur cette voiture. La consommation sur autoroute, je vous en ai parlé. La sonorisation, plutôt bonne. Un grand merci aussi au garage Kremer pour la récupération du véhicule. Et aussi naturellement à Luca de chez Kia Belux pour le prix du véhicule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, j'y répondrai avec grand plaisir. Si cet essai vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker et à le partager. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!